Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire concernant la mobilité électrique en entreprise. Comment s'y prendre? C'est un webinaire dans le cadre du programme Impawatt. La mobilité électrique en entreprise, comment s'y prendre? Je me présente, je suis Geoffroy Orlando, ingénieur responsable de projet chez Planer. L'essor de la mobilité électrique en quelques chiffres pour commencer ce webinaire. Tout d'abord, une vision sur les nouvelles immatriculations et de ce que représente le marché des véhicules électriques aujourd'hui en Suisse. On peut voir que depuis 2017, on a fortement augmenté la part des nouvelles immatriculations en Suisse concernant les véhicules électriques par rapport à l'ensemble des véhicules. Et on peut voir que en septembre 2020, nous atteignons un petit peu plus que 20% de véhicules électriques dans ces nouvelles immatriculations. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, fortement cette année. Et voilà, en, en octobre 2020, on vient à peine d'avoir les chiffres, donc ils ne sont pas encore affichés. On est un peu moins de 15%, donc ça fait plusieurs mois que ça oscille, mais en tout cas on peut voir une dynamique qui est assez sur l'augmentation. Également, les offres de véhicules électriques de plus en plus grandes avec deux principaux leaders sur le marché en Suisse. Donc nous avons par exemple la Tesla Model 3 qui représente à peu près 27,8% du marché et la Zoé de Renault qui représente à peu près 17%. Et les autres véhicules que vous voyez affichés sur ce graphe représentent pour chacun en dessous de 6% de ce marché-là. Les prévisions de la part des véhicules électriques dans le parc automobile suisse sont renseignées par cette courbe que l'on retrouve donc sur le cahier technique SIA 2060, qui est un cahier technique qui a été publié par le groupe de travail SIA en juin 2020 et qui traite sur la mobilité électrique et les infrastructures de recharge. Donc on peut voir aujourd'hui qu'on est aux alentours de 3-4% de véhicules électriques sur tout le parc automobile suisse. Et puis on peut voir les prévisions donc du groupe de travail qui représente la courbe supérieure, et on peut voir également la prévision de l'OFEN, l'Office fédéral de l'énergie, qui est la courbe inférieure. Donc ça nous donne une certaine euh, palette de quelles sont les directions que vont prendre ce parc de véhicules électriques. On espère en 2020, donc aujourd'hui à être 3-4%, mais en 2030 d'atteindre entre 16 et 20% de véhicules électriques sur le parc automobile suisse. Indépendamment de leurs besoins de voitures, 49% des Suisses de plus de 18 ans déclarent vouloir acheter probablement, voire très probablement, une voiture électrique au cours des 3 années à venir. Ils ne sont plus que 21% à exclure totalement l'achat d'une voiture électrique. Alors, c'est un chiffre qui est en augmentation. Il y a une forte demande, en tout cas une, une appréciation de ce type de mobilité. D'après ce sondage qui est apparu en 2019 réalisé par le TCS, mais il y a encore de nombreux freins au développement de la mobilité électrique. C'est par exemple le prix des véhicules, l'autonomie de la batterie, la diversification des modèles et également l'accès à la recharge. Depuis 2010, les prix des batteries lithium-ion, qui constituent principalement les batteries des véhicules électriques, ont chuté de près de 87%. Cette tendance va se poursuivre selon les prévisions. Les prix devraient encore être divisés par deux entre 2016 et 2026 et tomber à 65 $ le kilowattheure d'ici 2030. Nous sommes aujourd'hui, pour vous donner une idée, à 150 $ le kilowattheure en 2020. Du fait des progrès techniques, technologiques et de la baisse du prix des batteries, on peut espérer donc une autonomie des véhicules électriques qui va s'accroître grâce à ce développement de la batterie. Et donc on peut voir déjà sur le prix des véhicules sur ce graphique que nous avons, alors c'est les prix moyens en dollars donnés par
le fameux Bloomberg aux États-Unis pour comparer le prix d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique. Donc en 2016, on était un petit peu moins de 45 000 $. En 2020, aujourd'hui, on est à peu près à 35 000 $ le véhicule électrique et on espère entre 2024 et 2026 devenir compétitif par rapport à l'achat d'un véhicule classique, un véhicule thermique, dont le prix est renseigné par cette petite barre grise que vous voyez affichée sur ce graphique. Et donc on devrait, d'ici 2030, avoir un véhicule électrique qui sera moins cher à l'achat qu'un véhicule thermique, assez significativement en 2030, mais déjà depuis 2025. Donc le prix d'un véhicule électrique, il est composé bien sûr du véhicule qui est renseigné en couleur vert foncé, du groupe motopropulseur et également de la batterie. Aujourd'hui, c'est un coût extrêmement important dans le véhicule électrique et c'est ça qui représente aujourd'hui les difficultés dont on parlait, que ce soit le prix ou l'autonomie. On peut voir que l'autonomie sur la droite de la présentation, que l'autonomie de la batterie a augmenté dû au progrès technique mais également à la diminution de ce coût de la batterie. Et puis entre 2018 et 2019, on a pu en moyenne sur les véhicules électriques en vente gagner 112 km d'autonomie sur une batterie. Par équivalence, par exemple, une Renault Clio Essence aujourd'hui a une autonomie d'à peu près 150 km. Aujourd'hui, on est sur des autonomies réelles de 300 km à peu près, mais on devrait pouvoir rattraper les véhicules thermiques dans quelques années grâce notamment à la courbe que vous voyez à gauche. Un autre frein également, c'est la proposition et l'offre de modèles. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même, en 2025, une proposition assez importante de véhicules électriques, mais on peut voir, en 2020 aujourd'hui, que nous avons une proportion et une offre assez importante de véhicules électriques, mais qu'en 2025, nous allons doubler cette offre de véhicules. Donc vous voyez sur la courbe de gauche, donc les principaux constructeurs comme Renault et Tesla assez historiquement. Donc on va passer à peu près 333 modèles de véhicules électriques en 2025 et on est à peu près à la moitié aujourd'hui. Le quatrième frein dont je vous parlais au développement de la mobilité électrique, c'est bien sûr, et c'est un des plus importants, c'est l'accès à la recharge. Aujourd'hui, en Suisse, on a un réseau de bornes de recharge publiques sur les autoroutes, mais également accès dans certains parkings. Mais le plus important, c'est de pouvoir avoir accès à la recharge là où on a l'habitude de parquer son véhicule, que ce soit au domicile, que ce soit au travail, ou en centre-ville, si on a l'habitude de se garer en centre-ville. Et c'est sur ce point que nous allons aller un peu plus loin dans cette présentation. Un projet de mobilité électrique en entreprise, il y a plusieurs étapes à respecter. Il y a principalement les principales questions qu'une entreprise doit se poser lorsqu'elle souhaite aller vers un projet de mobilité électrique. C'est tout d'abord quels véhicules électriques répondent à mes besoins. On est une entreprise de livraison ou alors on a une grosse flotte de véhicules ou alors une petite flotte de véhicules pour des utilisations ponctuelles. C'est important de pouvoir choisir son véhicule en fonction de ses besoins de mobilité. Ensuite, en fonction de ses besoins de mobilité et ce type de véhicule, on a à se poser comme question quelle infrastructure de recharge est adaptée à mes besoins, à ceux de mes clients et collaborateurs. Je prends l'exemple d'une usine. Il faut qu'elle ait un parking pour ses collaborateurs, mais également pour ses véhicules d'entreprise. Et s'il y a une boutique et que l'usine reçoit aussi des clients, il faut qu'il y ait aussi un parking pour les clients. Ce sont différents types d'utilisateurs, donc différents types de recharge. Ensuite, il y a également
la question de se poser comment est-ce que je vais gérer l'accès et le paiement à mes bornes de recharge que j'ai installées. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que je fais payer peut-être certains utilisateurs? Comment est-ce qu'on y accède? Tout ça, ça fait partie du projet global de mobilité électrique, et également quels sont les coûts de mon projet, quelles sont les étapes de mon projet, que ce soit de l'étude au dimensionnement, à la phase appel d'offres et réalisation jusqu'à la mise en service. Et également, on peut se demander, pour certains sites, comment réduire ma facture énergétique liée à mon infrastructure de recharge en, par exemple, couplant l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques à une production photovoltaïque. Les projets de mobilité en entreprise, après les questions dont on vient d'énumérer, il est important de voir donc quelles sont les différentes étapes que l'on va respecter pour réaliser ce projet. Donc il y a 6 phases qui sont des phases classiques des normes SIA. Et pour chacune de ces phases, on va détailler ensemble les 3 premières. On se base aujourd'hui sur ce cahier technique SIA 2060 que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Infrastructure pour véhicules électriques dans les bâtiments. Ça nous permet de pouvoir dimensionner et de pouvoir mener à bien ce type de projet. La phase 1, c'est la définition des objectifs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a tout d'abord avec l'entreprise qui a besoin d'une borne de recharge, quelles sont aujourd'hui ses données de mobilité, quels sont ses besoins donc énergétiques. Donc aujourd'hui, par exemple, on va pouvoir identifier les types d'utilisateurs dont je vous ai parlé, quelle distance parcourt chaque utilisateur, c'est facile de savoir pour les employés par exemple, euh, quelle est l'heure d'arrivée, l'heure de départ, le nombre de véhicules électriques aujourd'hui, quel est le nombre de véhicules électriques dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont occuper ces parkings. Combien y a-t-il de parkings également, quelle puissance de raccordement j'ai aujourd'hui sur mon site, et à combien je peux augmenter ma consommation sans impacter ce raccordement. Puis ensuite également quels sont les tarifs d'électricité que le gestionnaire du réseau de distribution applique sur ce site, et également quel type d'accès et de facturation pour la recharge nous souhaitons avoir. Donc il y a un cadrage comme ça de projet à faire avec l'entreprise pour pouvoir ensuite aller plus loin dans le projet, notamment dans le dimensionnement. Pour la phase 2, donc c'est les études préliminaires. On va tout d'abord définir donc le besoin de mobilité sur le site et identifier les types d'utilisateurs avec les données que nous avons récoltées en phase 1. Nous allons ensuite apporter un conseil sur le type de véhicule répondant aux besoins de mobilité de l'entreprise, dont on a également parlé en introduction. Et grâce à ces besoins de mobilité, on va les traduire en besoins énergétiques pour la recharge, en fonction du nombre de kilomètres qu'on effectue, de l'autonomie que l'on a et qu'on souhaite se charger. On va pouvoir parler en termes énergétiques concernant les besoins. Il y a également une partie qui est très importante, qui est souvent oubliée parce que ignorée, c'est les autorisations obligatoires qui sont à faire et avant d'installer une infrastructure de recharge. Il faut tout d'abord demander l'autorisation au gestionnaire du réseau de distribution et également à la commune pour une déclaration de travaux classiques lorsqu'il y a des infrastructures de recharge extérieures. La troisième étape de ce projet, de cet accompagnement, c'est le dimensionnement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc grâce aux données de mobilité, on va effectivement définir le besoin énergétique du site pour la recharge, et grâce à ça, on va définir le besoin en puissance des points de recharge que l'on va installer pour l'entreprise.
Donc il y a plusieurs types de recharge, de bandes de recharge. On peut aller entre 3,6 et 11 kW pour une charge lente ou moyenne, et on va pouvoir aller sur de la recharge beaucoup plus rapide, donc en 22 kW, 50 kW et même au-delà, pour des recharges extrêmement courtes. On se base pour un parking, pour pouvoir dimensionner le nombre de points de recharge que l'on va installer, le nombre de places de parc qu'on va électrifier. On va se baser sur les recommandations du cahier technique SIA 2060 qui sont renseignées à droite de l'écran. Donc il y a la première étape qui est la préparation avec les tubes vides du parking. Donc ça, il est recommandé que 100% des places de parc soient, comment on peut dire ça, pré, euh, pré-préparées pour recevoir un jour euh, des bornes de recharge. C'est-à-dire installer juste des tubes vides pour installer des câbles plus tard. Ensuite, il est recommandé que 60 à 80% des places de parc doivent être prêtes à être électrifiées concernant le tableau électrique du bâtiment. Donc il faut que la puissance que nous avons calculée, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au 3.1, il faut que cette puissance soit disponible ou en tout cas en partie disponible au niveau du tableau électrique du site ou du parking. Ensuite, ce cahier technique recommande entre 60 et 100% des places de parc qui soient prééquipées par un câble, cette fois-ci, qui souvent est un câble plat ou un rail d'énergie qui va se placer en hauteur sur le parking et qui va pouvoir ensuite, dans un second temps, aller électrifier et apporter l'électricité sur chaque place de parc. Et enfin, la donnée qui nous intéresse peut-être le plus ici, dans cette recommandation, c'est que le cahier technique SIA 2060 recommande que 20% des places de parc soient dotées aujourd'hui de bornes de recharge. Ensuite, lorsque nous avons dimensionné cette puissance, ce nombre de places de parc qui seront dotées d'une borne de recharge, nous allons pouvoir dimensionner la puissance totale de l'infrastructure de recharge. Et pour cela, nous allons nous aider de cette formule que nous renseigne toujours ce cahier technique. Et c'est bien sûr la somme de toutes les puissances fois un facteur de correction qui dépend du type d'utilisation. Si c'est une entreprise, donc une usine, si c'est un centre commercial, si c'est pour le shopping, si c'est une TPE par exemple, pour les habitants en collectivité, on a ce petit cas qui est un peu, si vous voulez, un facteur de foisonnement qui va pouvoir nous aider à ajuster cette puissance. Ensuite, la phase 3 de cette étude, donc c'est la continuité, on était tout à l'heure aussi en phase 3, là on est dans le dimensionnement des puissances de points en charge en fonction des besoins énergétiques. On est également dans dans le choix du système. Qu'est-ce que nous voulons pour notre parking? Est-ce que nous avons besoin également d'un système qui va pouvoir contrôler et piloter les bornes de recharge pour pouvoir faire du pilotage de charge dynamique? Si par exemple on ne veut pas augmenter la puissance de raccordement sur un site, on va pouvoir utiliser un petit boîtier intelligent qui va aller distribuer l'électricité de manière égale aux véhicules électriques. Donc c'est pas parce qu'on a 10 bornes de recharge à 11 kW qu'on va pouvoir charger 10 voitures d'un coup à 11 kW. Peut-être qu'on n'a pas cette disponibilité à l'entrée du bâtiment et donc on va s'aider d'un système de solution de recharge intelligente pour pouvoir distribuer cette énergie. Nous allons ensuite pouvoir aller sur l'étape qui est du choix du système d'accès et de facturation. Donc est-ce que
mes bornes sont publiques? Est-ce que mes bornes sont privées? Est-ce que je les donne que à mes collaborateurs et clients? Ou est-ce que je l'ouvre également au public? Ça change pas mal de choses sur le choix du système dès le début pour l'accès à la recharge, mais aussi au paiement. Est-ce que on va s'identifier grâce à une application, grâce à une carte RFID? Comment va-t-on gérer le paiement, la facturation? Est-ce qu'on fait appel à une entreprise tierce qui va venir facturer les utilisateurs ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Donc ça, c'est une question à se poser dès le début selon les ressources de l'entreprise. Et puis, nous allons pouvoir ensuite aller sur le dimensionnement de l'installation électrique, plus précisément, donc selon les niveaux d'équipement qu'on a vu tout à l'heure, SIA 2060, on va pouvoir élaborer les schémas de principe, le dimensionnement des équipements de protection ou des mesures de conservatoire uniquement. Également le dimensionnement des équipements de distribution, donc quel type de câble je dois installer, si c'est un rail d'énergie, une infrastructure de quel type d'infrastructure de communication, comment j'amène la communication internet dans mon parking si j'en ai besoin pour faire de la recharge intelligente, par exemple. Et on va pouvoir également aller un peu plus loin dans le plan d'infrastructure de recharge. Donc nous avons traité ensemble la phase 1, 2 et 3 d'un projet de mobilité électrique pour une entreprise. La fin de la phase 3 pourrait également s'ajouter une phase d'étude concernant le couplage de l'infrastructure de recharge avec des panneaux solaires photovoltaïques ou une batterie, de façon à pouvoir charger les véhicules avec de l'électricité moins chère en journée lorsque les panneaux solaires produisent. Il faut savoir que le coût de la recharge en privé, c'est à peu près 15 centimes du kilowattheure. La production de panneaux solaires, on considère que c'est à peu près 8 centimes le kilowattheure, donc on a tout intérêt à coupler, si on le peut, que ce soit dans le cadre d'une PPE, que ce soit le cadre d'une entreprise, d'une usine, d'un parking, à recouvrir avec des ombrières, installer une infrastructure de recharge pour faire baisser la facture énergétique. On peut également aller sur des systèmes avec des batteries où on va stocker l'électricité moins chère, que ce soit par rapport à des heures creuses ou des heures pleines ou alors de la production photovoltaïque, et pouvoir redistribuer cette électricité après aux véhicules. La phase 4, 5 et 6 du projet de mobilité pour l'entreprise. La phase 4 concerne l'appel d'offres, donc de pouvoir consulter différentes entreprises, différents fournisseurs, ça bouge très très vite en Suisse, en Europe, sur la question de la mobilité électrique, les entreprises sont très innovantes, elles proposent des nouveaux produits, des nouveaux services constamment, donc c'est toujours intéressant de pouvoir savoir à l'instant T et se tenir au courant des nouvelles innovations et des nouvelles opportunités pour vos projets d'infrastructure de recharge, d'où l'intérêt de faire un appel d'offres. Et puis les phases 5 et 6, donc c'est vraiment le suivi de chantier, essai jusqu'à la phase de mise en service et pour l'aide également à l'exploitation de ces bornes de recharge. Je vais vous présenter quelques études réalisées dans le cadre des activités mobilité électrique de plein air. Donc c'est par exemple une étude qu'on a réalisée pour une entreprise, donc c'est un site industriel, c'est un horloger, plus précisément à la Chaux-de-Fonds. Donc on a apporté ce conseil en juin 2020 à cette entreprise qui voulait se doter de bornes de recharge couplées à des panneaux solaires photovoltaïques en toiture, donc avec deux parkings, un parking accueillant les collaborateurs et un parking accueillant les clients. Donc avec deux systèmes de recharge différents, deux puissances différentes également, parce que les employés, eux, restent 8 heures, 9 heures en entreprise, et donc on peut avoir de la recharge plutôt lente, moyenne, alors que le client va venir pour quelques minutes, quelques heures, et donc aura besoin peut-être d'une recharge plus rapide pour pouvoir subvenir à ses besoins de mobilité, tout simplement. Donc on s'est basé sur le cahier technique SIA pour calculer et pour apporter ce conseil.
On peut imaginer également euh, d'autres types de, de, de- de personnes qui ont besoin de ce conseil. Donc, je vous ai parlé d'une entreprise, d'une usine, ça peut être un centre commercial. Là, on a fait une autre étude dans le cadre d'une TPE. C'était tout d'abord une TPE qui souhaitait installer des panneaux solaires sur sa toiture et qui s'est dit, on a besoin d'installer des bornes de recharge, on a des propriétaires qui ont des voitures électriques, comment on doit s'y prendre, on ne sait pas comment, comment ça fonctionne, combien on doit l'installer. Moi j'ai vu un constructeur, il m'a dit qu'il fallait faire ça, puis j'en ai vu un autre qui m'a dit qu'il fallait faire plutôt autrement avec des coûts forcément différents. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir se poser dès le début, de se poser les bonnes questions, d'apporter le, le- le bon conseil pour les bonnes réponses à ces questions-là. Et donc, par exemple, sur cette PPE, on a pu calculer donc le nombre de points de recharge qu'avait besoin cette PPE, quelle était également la puissance. Donc c'était une puissance de 11 kW avec une gestion intelligente de la recharge grâce à ces panneaux solaires photovoltaïques pour diminuer, comme je vous l'ai dit, la facture énergétique. Et on a pu, notamment dans les premières phases, quand je vous avais parlé de définir les besoins de mobilité pour définir les besoins énergétiques et de puissance, on peut s'y prendre de plusieurs façons. Nous, on s'est pris d'une façon, par exemple, en faisant un sondage auprès des utilisateurs de cette PPE, et 40% des habitants indiquaient qu'ils parquaient leur véhicule aussi en journée dans le parking de la PPE. Alors, c'est assez étonnant, c'était pas forcément intuitif, on se dit bon les gens ils sont en TPE, ils sont garés la nuit, mais le jour il n'y a pas de voitures qui sont euh, sur ces parkings là parce qu'ils sont en entreprise ou ailleurs, mais il y a quand même des véhicules électriques parce que souvent aujourd'hui le véhicule électrique est un second véhicule dans un foyer et donc peut-être souvent aussi à la maison. Et cela fait tout à fait sens de coupler cette infrastructure de recharge avec des panneaux solaires photovoltaïques pour de la recharge de jour moins cher. Je vais vous parler maintenant des projets en cours. Alors, juste avant de continuer sur ce thème-là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une entreprise, d'une PPE. L'entreprise c'était en l'occurrence une usine. On peut imaginer placer des bornes de recharge aussi euh, pour une commune sur la voie publique, on peut imaginer dans un parking, on peut imaginer dans un hôtel, aussi avec différentes utilisations, pareillement, on peut imaginer sur euh, un, un hôpital avec plusieurs utilisations également. Donc il faut absolument dès le début se poser les bonnes questions et apporter le bon conseil pour pas faire n'importe quoi. Les projets en cours, donc aujourd'hui chez Planaire nous avons nous lançons ce mois-ci un nouveau projet, ce qui est un projet de pilote et de démonstration d'un microgrid, donc qui est basé sur la technopole Y-Park à Yverdon-les-Bains. Donc c'est un parc scientifique qui est en pleine expansion, qui va accueillir jusqu'à 3000 employés. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 employés, jusqu'à 3000 employés d'ici 2025. De nouveaux bâtiments qui se construisent, et la question dans le cadre d'un RCP, donc regroupement pour la consommation propre, de créer un microgrid avec un parking P+R au cœur de ce parc et à l'entrée de la ville d'Yverdon, où on a eu la validation, l'acceptation de l'Office fédéral de l'énergie qui nous a octroyé une importante aide financière pour réaliser ce projet extrêmement innovant pour ces 4 prochaines années. Donc on est là avec 4 autres partenaires, dont Planaire qui coordonne ce projet-là. Et c'est un projet donc de 4 ans où on va aller installer jusqu'à 250 points de recharge sur un parking d'à peu près 1000 places. Euh, on va également avoir de la production PV photovoltaïque. On va également avoir des véhicules
vehicle to grid, donc c'est ces véhicules bidirectionnels que l'on peut charger, mais qu'on peut aussi décharger lorsque le tarif de rachat de l'électricité est intéressant. Donc on a également des consommateurs qui deviennent consomme-acteurs dans le sens où ils vont pouvoir fluctuer sur leur consommation en fonction des tarifs dynamiques de l'électricité que l'on va mettre en place sur ce projet avec des gestionnaires du microgrid intelligent. Donc on va pouvoir aller valoriser toutes les flexibilités locales, que ce soit sur la consommation, que ce soit sur la consommation des véhicules électriques et ce stockage en fait que ces véhicules électriques grâce au V2G représentent. On va pouvoir agréger toutes ces flexibilités et les valoriser sur le marché de l'électricité des services systèmes suisses, notamment avec SwissGrid. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui est notamment soutenu par l'OFEN. Un autre projet en cours chez Planer, c'est notamment la reprise du monitoring de la roadmap électromobilité 2022 de la Confédération. Donc il y a un objectif initial, donc c'était en fin 2018, d'amener d'ici 2022 à 15% la part d'immatriculation des véhicules électriques sur les véhicules neufs en Suisse. Donc je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique qui est derrière moi. Je vous ai montré, je vais m'effacer comme ça vous allez pouvoir le graphique derrière moi, qu'on atteignait en septembre 2020 déjà 20% de véhicules immatriculés qui sont des véhicules électriques. Donc aujourd'hui, en octobre, pardon, le chiffre n'est pas encore affiché, mais on est aux alentours des 15%. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on a dépassé ces 15%. Donc c'est très encourageant pour la mobilité électrique en Suisse. On a déjà dépassé cet objectif-là et le projet en cours avec la Confédération, donc c'est de pouvoir reprendre toutes ces mesures qui ont été décidées, donc il y en a à peu près 74, pour pouvoir faire un état des lieux de ces objectifs, du développement de la mobilité électrique en Suisse, et de pouvoir réajuster et faire des propositions pour de nouvelles objectifs et mesures. Maintenant, je vais vous proposer, pour terminer cette présentation, une discussion autour de la mobilité électrique, concernant plusieurs points qui reviennent assez souvent concernant les véhicules électriques. Donc c'est tout d'abord le cycle de vie de différents types de véhicules selon le mix énergétique. Donc est-ce qu'un véhicule électrique ça pollue? Oui, comme tous les autres véhicules, mais moins. On peut voir par exemple sur ce graphique les véhicules qui ont à essence et diesel, qui ont une émission de CO2 assez importante. On peut voir que ensuite sur la droite de ces deux bâtonnets, des véhicules électriques qui sont rechargés sur le mix électrique européen. Donc on peut voir que des pays qui ont un mix électrique plutôt carboné, il y a toujours un avantage d'être en véhicule électrique plutôt que de rouler en véhicule essence et diesel, mais encore plus si on est sur un mix énergétique décarboné. Donc il n'y a pas la Suisse sur ce graphique, mais on est effectivement dans les zones de la France et la Suède, grâce à la production d'énergie renouvelable que nous avons sur le territoire. On peut voir qu'on peut diminuer par 3 les émissions de gaz à effet de serre avec un véhicule électrique comparé à un véhicule dit conventionnel. Aujourd'hui, effectivement, la part importante d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi dû à la batterie, à la production de la voiture, et également de cette partie en bleu clair, grisé un peu au-dessus, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est due à la recharge et la provenance de l'électricité. Voilà quelques chiffres. Concernant le cycle de vie de la batterie.
Effectivement, une batterie, elle a une durée de vie d'environ 10 ans, pour environ 4000 cycles de charge et de décharge, et on considère que sa première vie s'arrête lorsqu'elle a perdu à peu près 80% de sa capacité. Et donc là, elle ne peut plus être utilisée efficacement pour des véhicules électriques. Et donc il y a d'autres applications qui peuvent être utilisées pour ces batteries, notamment donc ces batteries de seconde vie qui vont être utilisées pour stocker des énergies renouvelables, par exemple, pour pouvoir accroître la pénétration des énergies renouvelables sur le réseau électrique. On peut également s'en servir pour faire des services systèmes euh, et donc valoriser financièrement ces batteries et leur donner une seconde vie pour 10 années de supplémentaires. Et donc là, on arrive à un cycle de vie au bout d'une vingtaine d'années. Et là, effectivement, se pose la question du recyclage. On espère pouvoir recycler jusqu'à 95% d'une batterie lithium-ion d'ici 2025-2030. Pour finir, on va comparer les coûts d'un véhicule thermique et celui d'un véhicule électrique. Est-ce que c'est plus cher de rouler en véhicule électrique? C'est pas le cas. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher. En réalité, aujourd'hui, le coût du véhicule électrique à l'achat est beaucoup plus cher effectivement qu'un véhicule thermique, mais l'utilisation, euh, si on regarde sur 20 ans, pour une entreprise par exemple qui utilise un véhicule électrique d'entreprise pour 150 000 km sur 10 ans, ce qui est une moyenne hein, bien sûr, on a pour un véhicule thermique moyen un coût d'achat qui est à peu près de 25 000 francs, pour un véhicule électrique à peu près 35 000 francs avec la batterie aujourd'hui. Pour parcourir ces kilomètres sur 10 ans, on va bien sûr consommer de l'énergie. Donc le carburant qui est à 1,5 francs le litre aujourd'hui, le coût de l'électricité qui est à 15 centimes, encore moins cher si vous avez une installation photovoltaïque. Et donc avec un petit calcul, que vous pouvez vérifier, on peut voir donc qu'on atteint des prix assez semblables euh, qui prennent même en compte qui tient même en compte pour le véhicule électrique l'achat de la borne de recharge. Et on est à peu près à 40 750, 40 825 francs de coût juste concernant le coût du véhicule, le coût de consommation et l'infrastructure de recharge. À ça, bien sûr, on y ajoute des frais de réparation, de maintenance, qui sont plus élevés pour le véhicule thermique, parce que le véhicule électrique a moins de composants et donc est moins coûteux à la maintenance et à la réparation. On faut ajouter également les impôts, donc ça dépend des cantons. Les véhicules électriques sont plus ou moins avantagés avec les différents cantons, donc c'est plutôt assez variable, donc j'ai pas pris en compte ici. Puis il faut ajouter également le coût de l'assurance. Donc est-ce que l'assurance est moins chère pour un véhicule thermique ou électrique? Ça dépend également des entreprises, des assureurs. Mais c'est en tout cas une base de chiffres pour se ôter de l'esprit que le véhicule électrique est forcément plus cher. À noter que, comme je vous ai présenté au tout début de la présentation, le véhicule électrique va devenir de moins en moins cher ces prochaines années. Et donc, aujourd'hui, il est déjà compétitif comparé à un véhicule thermique et il sera encore plus les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention.